Alors Didier Fauque, bonjour, installez-vous. Merci, bonjour. Installez-vous. Si je vous demande un souvenir lié à Internet, un souvenir donc de début d'Internet, votre premier ordinateur Windows 95, tout ça, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous remonte en tête, Ça date un peu, je vous cache pas que le début de l'Internet, ça remonte un peu, mais si je devais me rappeler de quelque chose, ce serait peut-être du bruit de la connexion du modem à la connexion. Quelque chose qu'on a tous oublié, mais qui... Non, on s'en rappelle bien. Ouais, je on s'en rappelle bien. Le mimer, mais non, je vais pas vous faire le bruit. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. J'accueille aujourd'hui Didier Fauque, en face de moi, donc, qui est administrateur et directeur général de SQLI, pionnier du web français, puisque créé en 1990. Donc c'était plus ou moins, enfin c'était un peu après d'ailleurs le modem. Mais vous n'avez pas fondé cette société, vous Didier Fauque, vous en êtes DG, mais néanmoins est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne sur ce nom, SQLI? Et déjà, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce et ça se prononce exactement comme ça, ouais. Et c'est vrai que ça attire toujours un peu l'attention. La société a été créée, vous l'avez dit, au début des années 90, à l'époque. Ouais. C'était l'époque du client-serveur. Alors je vous parle d'un temps qui est moins de 20 ans, voilà. Et très rapidement, alors à l'époque, un des logiciels phares s'appelait SQL, ouais. Ça s'est appelé SQL Engineering. Et puis les fondateurs de l'époque ont rapidement changé d'orientation pour se lancer à fond dans ce qui était Internet et les débuts de l'Internet, mais le nom est resté, et le nom nous accompagne depuis, et je vous avoue qu'il n'y a plus grand-chose à voir avec notre activité et notre actualité. Mais c'est amusant, c'est un héritage du début d'Internet, ça devient quasiment du patrimoine. Voilà, c'est vintage, il paraît que c'est très à la mode. SQLI en 90, c'était quoi du coup? Comment est-ce que les tâches d'SQLI, leur mission? SQLI, c'était au tout début, avant tout, des développements Internet, donc les premières applications pour aider les entreprises à utiliser cette nouvelle technologie. Et puis très rapidement, ça a été une des premières web agencies, un métier un tout petit peu différent qui commençait à traiter de sujets qui sont encore aujourd'hui les nôtres, dans notre ADN fort, c'est-à-dire les usages, ce que la technologie peut apporter, notamment dans les interfaces, ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience. Et donc 1990, c'était il y a 30 ans. Combien de fois la société a dû se pivoter, changer, se transformer pour pouvoir rester aujourd'hui vivant? Il y a 2300 salariés, je crois, chez SQLI. C'est quand même les pionniers du web, il y en a plus énormément, quoi. Alors là, effectivement, il y a eu beaucoup de changements dans cette société depuis les années 90. Le premier d'entre eux, il a fait suite à l'explosion de la bulle, ce qu'on appelait la bulle Internet, où la société s'est trouvée confrontée à des difficultés importantes. J'étais pas là à l'époque, mais ça a été l'ère d'une diversification forte, trouver d'autres nouvelles sources de revenus, d'autres domaines à explorer. Ça a été l'histoire du groupe pendant longtemps, de consolidation d'activités très diverses. Et moi, je suis arrivé, je vous fais une histoire longue, un peu courte, et je suis arrivé maintenant il y a presque 7 ans, avec comme objectif de revenir à ce qu'on appelle le core business, revenir finalement à ce qu'a fait le succès d'SQLI à son origine, c'est-à-dire un ADN qu'on appelle maintenant digital, et surtout compléter cette activité par les activités plus actuelles et plus on va dire, contemporaines, qui est l'utilisation des technologies digitales dans le monde de la vente, dans le monde du marketing. Ça a été un des grands pivotements de l'entreprise depuis ces dernières années. C'est en complément des activités très technologiques de développer une activité d'agence spécialisée dans le e-commerce et le marketing. C'est amusant, vous évoquez l'explosion de la bulle Internet. Je crois que c'est quasiment au même moment que SQLI a fait son entrée en bourse, je crois, non? Exactement, vous êtes bien renseigné. Et donc, évidemment, c'est mon métier tout de même. Et donc, cette introduction en bourse, ça s'est passé comment? Alors encore, vous n'étiez pas encore là, mais vous connaissez vos dossiers aussi, j'imagine. Oui, ça a été très chaotique, parce que l'entreprise s'est introduite au moment de l'explosion de la bulle. Donc ça a été très difficile, et je crois qu'il y a eu beaucoup d'hésitation. Puis finalement, l'entreprise a été cotée, elle est montée très haut et retombée très bas très vite. Et voilà, mais depuis, on est resté coté, puisque ça fait maintenant, depuis l'an 2000 qu'on est coté, et on poursuit notre route depuis. Et l'action était au vert, j'ai vu hier quand j'ai préparé l'interview. Vous travaillez donc avec L'Oréal, Nespresso ou encore Jouet Club pour parler de quelques clients. Qu'est-ce que vous leur proposez comme service à vos clients aujourd'hui? Alors, nous, on est une entreprise qui est complètement dédiée aux services dans le monde du digital. Donc, ce qu'on fait globalement, c'est on construit pour eux des dispositifs digitaux qui peuvent avoir différentes vocations. L'une d'entre elles, bien évidemment, et la principale, c'est de vendre. Donc des dispositifs de e-commerce qui sont articulés pour pouvoir être déployés mondialement, mais aussi des applications, de la digitalisation de services propres à l'entreprise, la mise en place d'interfaces spécialisées qui permettent d'avoir un accès différent au client, de personnaliser sa relation avec son client et de faire en sorte d'améliorer la productivité, la notoriété des marques à travers ces dispositifs. Est-ce que votre ancienneté, donc 1990, enfin pas la vôtre mais celle de l'entreprise, c'est un atout aujourd'hui
pour faire face à la concurrence qui est il y a beaucoup de boîtes qui proposent ce que vous faites. Est-ce que l'ancienneté d'un pionnier du web, ça aide comme argument pour se vendre, disons, pour se dire nous on a su, on est là depuis 90, on connaît notre métier, quoi. Oui. Je crois que c'est un atout pour une raison finalement assez simple. Bon, bien évidemment, l'expertise sédimentée au fil des années et les références, mais au-delà de ça, les métiers du digital, c'est des métiers un peu particuliers par rapport aux métiers plus traditionnels de l'informatique, par exemple, qu'on la connaît historiquement. C'est des métiers qui doivent articuler à la fois des spécialistes de la technologie, mais aussi des spécialistes du design, des gens qui savent définir des interfaces, des gens qui sont des consultants. Et c'est pas toujours évident de faire travailler tous ces gens ensemble, qui sont un peu d'horizons différentes, avec des façons de procéder qui sont différentes. Et nous, notre savoir-faire, c'est d'avoir su gérer ces équipes, les faire collaborer depuis des années. Et voilà, c'est notre quotidien de faire en sorte que des créatifs puissent discuter avec des gens de la technologie et finalement aboutir à quelque chose de concret pour nos clients. Donc pour vos clients, vous les aidez notamment, j'ai lu, à créer une juste interaction. Et là, je cite ce qui est écrit sur votre site, juste interaction entre les marques et vos clients, alors que le temps d'attention des clients, lui, a une fenêtre extrêmement réduite. Là, les clients, je parle des gens qui sont sur Internet. L'attention sur le web, c'est très court, quoi. Le temps de cerveau disponible sur Internet. Voilà, alors la juste interaction, en fait, c'est un concept. Le concept, il est finalement par opposition à ce qu'on appelle le carpet bombing, c'est-à-dire cette sursollicitation digitale qui finit par être stérile. Donc l'idée de dispositif aujourd'hui, c'est d'articuler tous les canaux, d'utiliser le digital comme un lien de tous ces canaux pour faire en sorte que finalement, on contacte le client au bon moment. Et tout ça, c'est assez simplement expliqué, mais tout ça se fait à travers des dispositifs qu'on appelle souvent omnicanaux, qui permettent justement, à un moment donné, de ne pas sursolliciter un client, de le servir au moment où il veut, avec les contenus qu'il souhaite. Et le bon moment, du coup, c'est quand ? C'est quoi ? Comment est-ce que vous... Le bon moment, c'est celui que le client va définir. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques du digital, c'est que c'est plutôt au client de définir le moment où il souhaite cette interaction, parce que nous, on est assez persuadés que la sursollicitation un peu anonyme des messages du web est pas très productive. Donc finalement, c'est à lui de décider et à nous de construire les dispositifs qui permettent aux clients de trouver l'information, d'acheter, de se renseigner, de naviguer comme il veut. Et ça, c'est important de pouvoir le faire et que la marque s'inscrive dans cette logique-là, sans être trop, entre guillemets, intrusive. Intrusive et insistante. Trop insistante. Voilà. Donc on a dit la fenêtre d'attention des clients est extrêmement réduite. Est-ce qu'elle va continuer à se réduire selon vous ? Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ça va être une bagarre pour faire en sorte que le temps de la bande passante disponible des gens qui sont sur le digital et sur tous les dispositifs puisse être attribué à une marque. J'ai l'impression que même s'il y a un tas de dispositifs pour supprimer de plus en plus les publicités, des choses pour pouvoir de plus en plus filtrer les messages, il n'en demeure pas moins qu'il y a une sursollicitation de tous les médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias plus traditionnels. Et ça va être cette notion justement de juste interaction, à mon avis, va être vraiment un des facteurs différenciateurs des marques dans le futur. Ne pas trop solliciter. Bien solliciter. Bien solliciter. Est-ce que le client va toujours choisir sur Internet, le client qui est sur Internet, qui veut acheter des produits, parce que justement avec toutes ces publicités qu'on lui met sous les yeux à longueur de journée sur les sites Internet, sur les applications, sur Instagram, etc., le client, il a de moins en moins, on a l'impression, de pouvoir de décision sur ce qu'il veut, sur ce qu'il va vraiment acheter. Alors c'est tout le paradoxe digital, parce que par certains côtés, il y a une personnalisation qui devient de plus en plus forte de tous les dispositifs, puisque finalement, ils sont de plus en plus liés aux caractéristiques d'un client. Au goût du client. Voilà, donc c'est lui qui définit par travers les profils, ses choix, ses likes, finalement les contenus qu'il souhaite recevoir, et ça, on pourrait dire que c'est son choix. Alors, est-ce que c'est vraiment son choix ? Là, on est quasiment dans un débat philosophique, parce que finalement, on pourrait penser qu'à partir du moment... Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Son like n'est peut-être plus un like. Il peut se mettre à liker autre chose, et d'un coup, les contenus vont être adaptés. Mais c'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui entre finalement toute la liberté qu'offre le digital pour pouvoir obtenir les informations ou les contenus de son choix, et aussi, à l'inverse, le fait que ces datas-là sont connues et on va vous pousser des choses qui finalement sont faites pour vous plaire. Donc voilà, la juste interaction, c'est aussi un peu ça, de savoir l'utiliser sans en abuser. Merci Didier Fauque. Merci à vous.